Je suis très heureux de vous accueillir pour cette table ronde sur le sujet qui est un sujet hautement d'actualité, les actifs numériques et le cadre de contrôle. Donc les actifs numériques, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des tokens, il y a des stablecoins, il y a des actifs tokenisés. Et donc nous allons voir comment ces nouveaux actifs, ces nouvelles classes d'actifs impactent le cadre de contrôle, impactent les pratiques et impactent aussi les compétences qui sont requises chez ces acteurs. Voilà, donc nous verrons ça avec nos trois intervenants, que sont Romaric Rollet du Crédit Agricole CIB, qui est Chief Data Officer, Juliette Ledrougou, qui fait partie de la direction de la régulation et des affaires internationales, et Catherine Bonnet, qui est responsable de la conformité chez BPI France. Alors, je vais d'abord me tourner vers Karine pour lui poser une première question sur les risques. Alors, est-ce que ces actifs impactent, changent la cartographie des risques d'une société comme BPI France? Alors effectivement, qui dit nouvelle typologie d'actifs a directement pour conséquence, ok, c'est quoi l'impact sur ma cartographie des risques? Donc assez classiquement, on fait l'évaluation et finalement, après avoir discuté avec les membres du panel, on est arrivé à la conclusion, attention, suspense, roulement de tambour, il n'y a pas de nouveaux risques. Waouh, il n'y a pas de nouveaux risques alors qu'il y a des nouveaux actifs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux risques alors qu'il y a des nouveaux actifs? C'est-à-dire qu'il y a des risques qui existaient déjà qu'on va évaluer au regard de cette nouvelle typologie d'actifs. Je m'explique. Parce que là, on pourrait penser que je suis un peu provoque, en mode comment ça, il n'y a pas de nouveaux risques alors qu'il y a une nouvelle typologie d'actifs. Évidemment, il y a des risques de marché qui sont liés à ces cryptoactifs. Mais enfin, les risques de marché, ça fait partie de nos cartographies des risques depuis la nuit des temps. Il y a des risques liés à la volatilité, puisque ces cryptos vont être plus ou moins volatiles. On va parler des stablecoins. On pense qu'ils sont moins volatiles que les monnaies de crypto, mais encore qu'il y a toujours des sujets. Et lorsqu'on parlera des actifs tokenisés, mes jetons, ils génèrent également des risques de volatilité. Ensuite, si je regarde sur l'ensemble des risques opérationnels que vont générer cette typologie d'actifs, je vais retrouver classiquement des risques de fraude. Bien sûr que quand on parle crypto, on a peur d'investir dans des actifs qui n'existent pas, qui sont des escroqueries. On a peur de se faire voler nos actifs. On a peur de se faire cyberattaquer et finalement d'avoir des trucs dont on ne maîtriserait pas la bonne gestion des risques. On va également avoir peur des risques de valorisation. Quand je vais détenir un token émis par une société non cotée, j'ai un risque opérationnel majeur, c'est comment est-ce que je le valorise, quels sont les modèles internes et est-ce que je me plante dans mon modèle de valorisation. Donc les risques traditionnels, opérationnels liés au modèle, je vais également les retrouver dans cette typologie d'actifs. De la même manière, mon risque de contrepartie, en fonction de qui émet mon actif numérique dans lequel j'investis, même combat, risque qui existait déjà, mais je vais l'évaluer au regard de mes nouveaux actifs. De la même manière, je vais avoir des prestataires avec lesquels je vais travailler, puisque je ne sais pas tout faire sur les cryptoactifs, et je vais passer par un certain nombre d'intermédiaires. Ces intermédiaires vont générer des risques, mais on les avait également quand j'investissais, quand je détenais des actifs plutôt traditionnels. Donc vous savez quoi, scoop numéro 1, nouveaux actifs, mais même risque. Je vais maintenant me tourner vers Romaric. On voit qu'il n'y a pas fondamentalement de nouveaux risques. En revanche, la manière de les appréhender change un petit peu. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous donner le point de vue d'une grande banque? Avec grand plaisir. Alors, d'abord, il y a quand même des risques qui sont, comme l'a dit Karine, qui sont équivalents à ceux d'aujourd'hui. Donc, il y a typiquement le risque d'usurpation d'identité. Donc, moi, je suis Romaric Rollet, mais je ne suis pas du tout Chief Data Officer. Je suis responsable d'innovation, François. Donc, c'était important de le préciser. Donc, Karine, elle a cramé le suspense. Hein. Ce sont les mêmes risques. On va essayer un peu de se projeter sur la manière d'évaluer ces risques. Quand on parle de risques, on imagine bien ce qui peut se passer dans la pire des situations. Il y a dans la salle des gens qui s'occupent de conformité chez CACIB. L'évaluation du risque de conformité, du risque de fraude, de la lutte anti-blanchiment, bien évidemment, dans le monde des cryptos, dans le monde des infrastructures digitales, ça ne s'exécute pas
de la même manière que dans le monde classique. Dans le monde classique, on dit un flux il va d'un compte A vers un compte B. Je suis capable d'identifier le bénéficiaire du compte A. Si le bénéficiaire est sur une liste qui fait l'objet de fraude, alors je vais empêcher le flux ou bien je vais dire que ce flux n'est pas adéquat. Dans un monde où l'infrastructure est digitalisée, ça ne peut pas tout à fait se passer comme ça. Et donc, ce qu'on voit apparaître, et vous regarderez parce que c'est quand même assez intéressant, c'est des nouvelles modalités d'évaluation du risque. Donc, typiquement, de se dire, un wallet, à un moment donné, a vu traverser des actifs ou du cash qui est en sous-jacent de la fraude, mais je ne connais pas forcément le bénéficiaire du wallet, et en traversant un certain nombre de wallets et d'opérations, je vais donner un scoring du flux nouveau pour être capable de dire si j'ai un risque d'anti-blanchiment ou un risque de financement du terrorisme. Donc il faut le comprendre comme ça, en termes de modalité opérationnelle, pour bien maîtriser le sujet. Il y a aussi un autre angle. L'autre angle, c'est que certains risques, et ça pourrait vous surprendre, certains risques s'abaissent. Typiquement, le risque de règlement livraison, il s'abaisse, puisqu'on a une infrastructure qui est fiable, qui est quasiment instantanée, en tout cas extrêmement rapide. Et donc, il y a un certain nombre de contrôles qui deviennent moins nécessaires, et puis des buffers qui sont moins importants. Vous avez peut-être assisté à une conférence qui s'appelait T+2, T+1, T+0 en début d'année, qui expliquait que le fait de passer à un règlement livraison de T+2 à T+1, tel que ça a été fait aux États-Unis, remettait dans l'économie 12 milliards de dollars. Donc vous voyez, ces risques-là de règlement livraison, ils ont un prix ou un coût, et donc il y a des choix à faire. On peut imaginer que sur une infrastructure digitale, eh bien cet argent-là, qui permet donc de s'assurer qu'on maîtrise correctement nos buffers de liquidité, puisse servir l'économie d'une manière plus efficace. Merci beaucoup Romaric. Je vais maintenant me tourner vers Juliette. Pas de nouveaux risques, mais néanmoins des façons d'appréhender différentes et un cadre de contrôle différent. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Oui, avec plaisir, ouais, ça fonctionne. Effectivement, le secteur des actifs numériques vit vraiment une transition réglementaire actuellement, que ce soit en France ou dans l'Union européenne. Et donc, peut-être pour commencer, pour faire un bref rappel des règles qui s'appliquaient avant en France au secteur des actifs numériques, c'est la loi Pacte qui a été la loi Pacte de 2019 qui a en fait imposé des premières règles qui étaient assez souples pour essayer d'encourager le développement des actifs numériques à l'époque. Et donc, c'était des règles de LCBFT, des règles d'honorabilité des dirigeants qui s'appliquaient à tous les acteurs. Et il y avait un cadre un peu plus protecteur, mais qui lui restait optionnel. Et donc, c'est un cadre qui a permis d'accompagner le développement du secteur. On a obtenu 100 PSAN, ces fameux prestataires de services sur actifs numériques. Donc, on peut se féliciter du dynamisme de cet écosystème. Mais donc, depuis fin 2024, c'est un nouveau règlement européen qui s'applique au cadre des cryptoactifs, qui s'appelle MiCA, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et donc MiCA, quelles exigences, qu'est-ce que ça impose finalement ? MiCA, en fait, ça vient vraiment imposer un cadre sur toute la chaîne de valeur des cryptoactifs. Donc du stade de l'émission, au moment de l'émission d'un jeton par exemple, aux activités des prestataires sur cryptoactifs, qui ne s'appellent plus les PSAN maintenant, c'est les PSCA, prestataires de services sur cryptoactifs, et enfin des règles qui n'existaient pas avant relatives aux abus de marché. Et donc désormais, donc, les prestataires doivent obtenir une autorisation auprès de l'AMF pour pouvoir fournir ces services-là. Donc soit un agrément pour tout ce qui est nouveaux acteurs qui commencent un nouveau business crypto, ou un système de notification pour les acteurs qui étaient déjà des établissements financiers régulés auparavant. Et donc cette autorisation, elle est obligatoire pour fournir un des 10 services sur cryptoactifs qui est prévu dans MiCA. Donc là, on retrouve un peu les mêmes services qu'on retrouvait déjà dans le cadre MIF auparavant. Et donc il y a un certain nombre d'exigences à suivre pour ces prestataires pour obtenir cette autorisation. D'abord, pour commencer, un socle en fait, d'obligations communes qui sont les mêmes pour tous les prestataires. Donc on a des règles de bonne conduite,
des règles prudentielles, des règles de gouvernance, traitement des réclamations des clients, etc. Donc vraiment ce socle-là qui va s'appliquer à tous les acteurs. Et ensuite, on a des règles un peu plus spécifiques en fonction des services en fait, que l'acteur voudra rendre. Donc, pour donner un exemple, par exemple, demain, vous voulez fournir un service de conseil sur cryptoactifs. Vous avez des règles un peu spécifiques d'évaluation de l'adéquation des connaissances du client, est-ce que le produit il est adapté au client, etc. J'en ai dit un mot aussi, il y a également un dispositif contre les abus de marché. Donc les acteurs doivent mettre en place un certain processus pour détecter, prévenir les abus de marché sur cryptoactifs. Et là, c'est finalement assez proche de ce qu'on avait déjà sur les instruments financiers classiques avec le cadre MAR pour les instruments financiers. Et donc forcément, ce nouveau texte, ces nouvelles obligations, ça demande une montée en compétence des équipes de contrôle, de mettre en place ces nouveaux process, de mieux connaître ces exigences. Mais finalement, pour par exemple des équipes de contrôle qui auraient l'habitude de travailler sur MIF 2, on se rend compte que finalement, il y a quand même des exigences qui sont assez similaires dans le fond entre ces deux cadres. Donc pour en citer quelques-unes, par exemple, tout ce qui est règles de conduite, donc l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client, etc., c'était des choses qu'on avait déjà dans MIF et qu'on a également dans MICA. On a également tout ce qui est transparence, donc ça va être... Pour le secteur des instruments financiers, il y avait ce qu'on appelle le prospectus, donc qui détaillait un petit peu toutes les caractéristiques d'un instrument. On va avoir la même chose côté cryptoactif avec ce qu'on appelle les white papers, voilà, qui donnent également un peu sur le même format les caractéristiques d'un cryptoactif. Tout ce qui est protection des actifs des clients, ségrégation des avoirs, etc. Tout ça, c'est quand même assez similaire à MiFID finalement. Mais par contre, on s'en doute bien, il y a quelques différences qui tiennent au fait que là, on traite de cryptoactifs. Et la première différence, c'est vraiment la différence de nature assez fondamentale entre cryptoactifs et instruments financiers. Un instrument financier, ça a des droits, il y aura des droits, des obligations qui sont reliées à cet instrument qui sont déjà très clairement définis, alors que finalement, un cryptoactif, il y en a vraiment de plein de sortes différentes. On a par exemple, on a mentionné les stablecoins juste avant, qui sont censés avoir un cours stable, ça va être certaines règles, tout ce qui est security tokens, etc. Donc on a vraiment des différences à ce niveau-là. Et peut-être une autre différence qu'on a déjà un petit peu mentionnée avant avec Karine, tout ce qui est les risques cyber. C'est vrai que fondamentalement ça reste les mêmes, mais il y a un nombre de cyberattaques, de risques de hack qui sont beaucoup plus élevés dans le secteur des cryptoactifs. On se rappelle peut-être que vous en avez entendu parler du hack Bybit, où il y a un certain nombre de cryptoactifs qui ont été dérobés. Donc voilà, certaines similitudes avec le cadre précédent, mais des différences également. Alors, face à ces changements, voyons maintenant comment les sociétés adaptent leur cadre de contrôle. Alors, je vais me tourner vers Karine pour nous exposer comment cela se passe dans une société de gestion. Merci. Effectivement, face à cette nouvelle typologie d'actifs, BPI France a fait le choix d'accélérer ses investissements en crypto. Et concrètement, ça veut dire quoi? Tu l'as dit, Juliette, avec Mika, on s'est posé la question de est-ce qu'on a envie d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on veut faire? Et nous, on a fait le choix d'aller chercher un agrément complémentaire, en fait une extension de notre périmètre d'activité pour pouvoir gérer un fonds qui serait dans lequel à l'actif, vous retrouverez des cryptoactifs, donc un fonds d'investissement dédié aux cryptos. Et donc pour ce faire, ok, je vous ai dit, finalement les risques c'est les mêmes, mais pour autant, il faut quand même qu'on ajuste nos procédures et qu'on fasse la démonstration auprès de l'autorité de régulation, et en l'espèce l'AMF, qu'on sait gérer des cryptos. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir gérer des cryptos? Moi, par exemple, je suis une société de gestion, je ne sais pas opérer une plateforme. Je ne sais pas non plus comment, concrètement, je vais acheter ce cryptoactif contre une monnaie euro ou dollar, ou quand je veux en vendre un, comment ça se passe. Et je n'ai pas honte, quand on débute ce projet chez BPI France, de dire « Ok, moi je suis la directrice du contrôle et de la conformité, eh bien je ne sais pas faire.
Donc j'apprends, et j'apprends évidemment à la lecture des textes, et j'apprends en regardant quels sont les différents prestataires et quels sont les services qu'ils proposent. Donc je comprends, ok, donc j'ai des prestataires qui vont animer les plateformes, et ok, je vous dis je comprends rien, mais j'espère que je comprends quand même un peu. Donc ils vont animer les plateformes et ils vont me permettre, en passant par leur intermédiaire, d'accéder à un marché. D'accéder à un marché, d'ailleurs, va se poser la question, quand je vais vouloir acheter un crypto, est-ce que je décide de l'acheter directement contre de l'euro ou du dollar, ou est-ce que je passe par une monnaie intermédiaire qui serait une crypto-monnaie. Et donc, est-ce que je mets en place un stock de crypto-monnaies au sein de nos actifs de BPI pour définir le niveau de cette monnaie dont j'aurais besoin pour faire des investissements. Et donc, on apprend et on pose beaucoup de questions, les fonctions de contrôle à nos équipes front. OK, vous voulez faire un fonds en crypto. Quel type de crypto? Et on l'a dit, il y a plein de cryptos différents. Un actif tokenisé, super. Je sais ce que ça veut dire et à la fois, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un token? Et merci Juliette de l'avoir rappelé, il y a autant de tokens que de tokens. C'est quoi cette phrase? C'est-à-dire qu'en fait, dans le token, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et donc, du coup, ma première crainte, elle tombe assez facilement quand je me rends compte que finalement, les équipes de front, elles sont comme nous, c'est-à-dire qu'on est face à un marché qui est en train de bouger très très vite et dont on ne maîtrise pas tous les contours. C'est quoi un token? Lis la description du token parce que le token, il peut te donner plein de droits, mais il peut t'en donner d'autres et tu peux ne pas comprendre à quoi correspond ce token. Donc, premier enseignement, je veux comprendre ce qu'on veut acheter et ce qu'on veut vendre. Et j'ai pas honte de dire, quand je comprends pas, si je comprends pas, c'est que vous n'êtes pas clair. Si vous n'êtes pas clair, c'est peut-être qu'on n'a pas compris ensemble quelque chose. Et donc, il faut qu'on se le dise, c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est pas grave. On a le droit d'avoir des zones d'ombre, mais il faut les éclaircir. Hors de question de se lancer dans une activité sans comprendre parfaitement ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est un acteur comme nous, une société de gestion, et qu'on dit à l'AMF, OK, on va lancer un fonds token, on va regarder quelles sont toutes les étapes du process. Alors, actuellement, on bénéficie de la phase transitoire jusqu'à l'été 26, mais on s'est mis en ordre de bataille, puisqu'à la fin de l'année 25, on voudrait bien avoir les agréments nécessaires pour lancer notre fonds. Mais préalablement, avec cette clause de grand-père, cette phase transitoire, on a quand même fait quelques opérations. Pourquoi? Parce qu'on voulait maîtriser chaque étape. OK, comment on achète? Comment on book dans nos livres concrètement un token? Qui est-ce qu'il conserve pour notre compte? Et quels sont les prestataires qui assurent ce service de conservation? Moi, je suis une société de gestion, je ne sais pas conserver des actifs numériques. Mais en revanche, je veux savoir qui peut le faire. Et donc, je veux avoir un état des lieux de l'ensemble des prestataires dont tu as parlé pour savoir lesquels sont agréés et lesquels proposent quel type de service, parce que tous les prestataires qui sont agréés ne proposent pas le même type de service. Et donc, à moi d'identifier les services dont j'ai besoin. Ensuite, je vais avoir un exercice de valorisation, puisque mon fonds, à un moment donné, il va publier une NAV, et je veux savoir comment je valorise. Et là encore, valoriser un token, j'ai beau avoir des super experts de la valo, quand même, au départ, on a quelques phrases qu'on ne termine pas, il y a des petits points de suspension dans nos réunions de travail. Et quand je leur dis, les gars, on va écrire notre politique de valo des tokens, il y a effectivement 3 petits points de suspension à cette phrase. Oui, on l'écrit, mais oui, on a encore des incertitudes et c'est honnête de vous dire que la valorisation d'un token, c'est quand même bien compliqué. Hein. Et puis, celui qui vous dit qu'il est sûr de sa valo du token, peut-être qu'il faut qu'il se pose d'autres questions. Et puis ensuite, on va aller jusqu'à vendre un token. Alors peut-être que le token qu'on a vendu en l'espèce... on aurait dû le garder, puisque depuis qu'on l'a vendu, il s'est apprécié en termes de valo. Mais pour nous, c'était hyper important d'aller jusqu'à l'opération de vendre. Pourquoi? Parce que c'était maîtriser l'ensemble de la chaîne et s'assurer qu'on savait acheter, enregistrer, booker, valoriser, suivre la volatilité à laquelle ce token pouvait être exposé et le céder et enregistrer le produit de cession et s'assurer que tout se passait bien. Une fois qu'on a fait ça, on a appris. Alors, est-ce qu'on sait faire de manière massive? On l'espère. On est la valeur positive chez BPI France. On y croit, on est très optimiste. Mais en tout cas, on se met en ordre de bataille. Et
les fonctions de contrôle sont étroitement associées à la réflexion parce que le by design, c'est quand même, on n'a pas fait mieux encore, c'est-à-dire qu'être associé au projet de création du fonds et aux réflexions sur on veut investir dans quoi finalement, ça nous permet de réfléchir à comment on va contrôler les opérations dans lesquelles on sera demain. Donc c'est à peu près comme ça qu'on fait. Merci Karine. Et je vais me tourner maintenant vers Romaric pour qu'il nous éclaire spécifiquement sur les actifs tokenisés et les stablecoins. François, je vais faire un peu d'improvisation, donc ne sois pas déstabilisé. Je vais poser la question à la salle. Tu me permets ? On va faire un petit jeu. Vous allez devoir lever la main. Et vous lèverez la main quand vous avez une réponse assez sûre à la question que je vais vous poser. D'accord ? Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous pensez savoir ce qu'est une cryptocurrency ? Il y a un peu plus de mains quand même, non ? 3 mains, c'est pas beaucoup. 4, 5, ok. 6. Est-ce que vous savez ce que c'est un stablecoin ? Ah, il y en a plus, c'est marrant. Est-ce que vous savez ce que c'est un tokenized deposit ? Ah, pas mal. J'en ai 2, 3. Ok, donc on va essayer de remettre des petites définitions. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une cryptocurrency, d'accord ? Parce que je suis un peu feignant aujourd'hui. Stablecoin, je veux bien essayer. Donc stablecoin, imaginez vous achetez et vous vendez du Bitcoin, ok ? À un moment donné, vous êtes sur un exchange qui va vous permettre de faire cette opération-là. Et quand vous le vendez, eh ben, vous allez soit le convertir en dollars, en euros, ou bien en stablecoin. Il y a pas mal d'avantages à le garder en stablecoin. Si vous le gardez en stablecoin, vous allez être sur le même type d'infrastructure que celle sur lesquelles vous gérez des bitcoins. Donc des infrastructures que vous pouvez piloter, qui sont relativement instantanées, etc. Il y a aussi d'autres petits avantages. Je vous laisserai creuser la littérature pour le voir, mais voilà. Si vous le convertissez en euros, en dollars, vous allez payer une taxe. Ah, finalement, je l'ai dit. Et puis, vous perdez les avantages d'être sur une blockchain. Le tokenized deposit. Le tokenized deposit, c'est un sujet qui nous intéresse plus, nous, et je vais vous expliquer pourquoi. Le tokenized deposit, c'est une infrastructure blockchain, publique-privée, mais surtout entre différentes banques, qui permet d'avoir un compte et d'échanger de la monnaie fiat, de la vraie monnaie, instantanément, d'une manière programmable, entre toutes les institutions financières et les clients qui bénéficient de ce type d'infrastructure. Vous voyez le truc ? Donc, le stablecoin, pour avoir un stablecoin, quand je suis émetteur, à l'actif, je vais aller prendre de la dette d'État, plutôt à moyen terme, et ça va me permettre d'émettre au passif un stablecoin dollar. La dette me rémunère moi émetteur et le stablecoin ne bouge pas, donc c'est plutôt une bonne affaire pour l'émetteur. Tokenized deposit, en revanche, c'est de la monnaie fiat que je peux imaginer dans le futur rémunérer. Nous, notre job chez Cassib, c'est d'aider les clients comme BPI France ou comme d'autres à leur donner toutes les technologies qui permettent de gérer leurs risques, de gérer les actifs, quelle que soit leur nature, de les conserver, de s'assurer qu'on respecte les règles, que les liquidités sont au bon endroit, etc., etc. Donc nous, on croit que les tokenized deposits en particulier, c'est ça qu'il faudra faire à l'avenir. Et comme l'a dit Karine, c'est pas facile d'avoir une bonne boussole là-dessus, parce que c'est des sujets qui sont relativement exploratoires. Donc aller porter la voix pour dire c'est ça les bénéfices, c'est pas toujours évident. Notre boussole, c'est assez simple, c'est les clients et les régulateurs. Et là-dessus, il y a des clients qui viennent nous voir pour nous dire tiens, comment je pourrais bouger de la trésorerie rapidement entre des comptes avec des devises différentes. Et les régulateurs, on travaille avec eux depuis maintenant presque 5 ans pour expérimenter ces sujets-là dans la future création des monnaies digitales banque centrale. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. La plateforme qu'on a créée, elle s'appelle Socash. Vous pourrez voir, le code est public. C'est la base de ce qui pourrait être un standard pour les différentes banques et peut-être, qui sait, pour les régulateurs dans les prochaines années.
Merci Romaric. Maintenant, je vais poser la question à Juliette. Je vais lui demander, MiCA étant entré en vigueur il y a peu, quels sont les premiers enseignements de cette nouvelle réglementation et quel message est-ce que le régulateur souhaiterait porter à tous ceux qui souhaitent obtenir cet agrément? Oui, merci François. Peut-être avant de parler cryptoactifs, juste pour rebondir sur ce que Romaric disait à l'instant. Donc les stablecoins qu'il mentionnait, ils sont également réglementés par MiCA, le même règlement, mais ils vont être du côté Banque de France ACPR, de la compétence de l'ACPR Banque de France. Par contre, tout ce qui est actifs tokenisés, ça, nous, de notre côté à l'AMF, on a beaucoup travaillé sur ces sujets aussi. En fait, ça s'inscrit dans le cadre d'un autre règlement européen qui s'appelle le régime pilote. Donc là, on parle vraiment d'instruments financiers et pas de cryptoactifs. Plus récemment, on a publié d'ailleurs un papier de position au nom de l'AMF pour proposer en fait un certain nombre d'améliorations à ce régime pilote européen pour justement permettre davantage d'expérimentation, inciter vraiment les acteurs financiers à essayer cette tokenisation d'actifs financiers. Et donc pour revenir sur les cryptoactifs, la transition du cadre national vers... Tout bon. Cette transition du cadre national vers le cadre européen, c'est l'un des grands objectifs pour 2025 de l'AMF. Donc comme Karine l'a mentionné, il y a une période de transition qui court jusqu'en juin 2026. Et peut-être un premier message à passer, c'est que MiCA, c'est vraiment une marche importante en termes de réglementation par rapport au cadre qu'on avait auparavant. Et donc on invite vraiment les acteurs à anticiper, à préparer au mieux pour être prêts justement en juin 2026. Et peut-être quelques premiers enseignements qu'on peut tirer de ce qu'on a vu jusqu'ici. Des premiers dossiers, des premiers échanges d'instructions, instructions de dossiers que les équipes de supervision ont pu, et les échanges que les équipes ont pu avoir avec les acteurs, il y a beaucoup de questions d'interprétation du texte en fait qui se posent. Et donc là-dessus, il y a des réponses à apporter au niveau européen, des réponses qui doivent forcément être harmonisées pour que tous les régulateurs appliquent la même chose. Ça peut parfois prendre du temps, mais nous, en tout cas, à l'AMF, on défend vraiment cette convergence de supervision au niveau européen, convergence des pratiques. Et en ce sens, les échanges que les équipes ont pu avoir avec les candidats, leurs conseils juridiques sont vraiment très constructifs et ça aide également pour répondre à ces interrogations potentielles. Un autre point et qu'on a déjà mentionné aussi, c'est tous les enjeux cyber. Quelque chose qu'on a vu chez la majorité des candidats, c'est le fait qu'ils présentaient pour certains services un audit cyber qui peut s'obtenir auprès de certains prestataires certifiés. Et ça, en fait, finalement, c'est des exigences qui vont au-delà de MiCA. Et donc, on voit en fait que les acteurs prennent vraiment bien conscience de ces risques et qu'il y a une certaine maturité, en fait, compréhension de ces sujets-là aussi du côté des acteurs. Peut-être pour vous donner maintenant quelques chiffres. Donc à date, il y a 6 acteurs en France qui sont autorisés pour fournir des services sur cryptoactifs. Du point de vue du profil, on a à la fois des nouveaux acteurs en fait qui n'opéraient pas précédemment, donc vraiment des acteurs purs crypto, mais on a également des établissements plus traditionnels qui étaient déjà régulés auparavant, des banques, d'autres établissements qui veulent en fait mais comme Karine le mentionnait, développer des activités au niveau des cryptoactifs. Il y a d'autres dossiers qui sont en cours d'instruction, bien sûr, et donc on devrait avoir davantage d'autorités, davantage de dossiers validés, en tout cas, d'autorisation dans les prochaines semaines, prochains mois. Et peut-être pour terminer aussi, nous, dans le cadre de tous ces travaux sur MiCA, on a pu voir parfois sur certains aspects que les cadres, il était perfectible, qu'il y avait certains aspects, on en parlait des questions d'interprétation qui n'étaient pas forcément réglées. Et donc, très prochainement, au nom de l'AMF, on publiera un papier de position sur certaines améliorations potentielles au cadre de MiCA qu'on a réalisé avec d'autres autorités européennes. Donc, voilà. Merci Juliette. Donc, nouveaux actifs, cadre de contrôle modifié, technicité,
Tout cela dit nouvelle formation et formation des équipes et des équipes de contrôle. Alors, Romaric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe dans une grande banque? Et puis je poserai la même question à Karine pour une société de gestion. Alors comment ça se passe? Comme vous l'avez compris, nous, on essaie d'avoir des projets, des expérimentations qui permettent d'avoir des choses un peu concrètes pour bien toucher du doigt les conséquences de ces sujets sur le cadre de contrôle, sur les métiers, sur les différentes situations qu'une banque peut connaître. Je trouve qu'il y a eu 2 saisons en termes de compétences, et il y en a peut-être une 3e devant nous. La première saison, c'est quand on a commencé les expérimentations, les personnes avec qui on travaillait le plus, petit suspense, ce n'étaient pas les équipes techniques, c'était les équipes du juridique. Ça, c'était très très clair. Avec des petites anecdotes du type « Mais mon Dieu, qui est la contrepartie centrale lors d'une opération ?» Eh bien, en fait, c'est une infrastructure technologique, la contrepartie centrale. Donc forcément, le niveau de responsabilité se déplace un peu. D'accord ? C'est quand même intéressant de se dire, et ça c'est le commentaire d'un de mes DG, qui est de se dire, finalement, je pensais faire un projet technologique, j'ai fait un projet juridique. Bon. Donc ça, c'était la première saison. Il y a une 2e saison qui est finalement, qu'on a commencé il y a quelques temps et qui se continue, qui est de pouvoir aller voir une direction générale pour parler un langage métier sur des choses qui sont fondamentalement très technologiques. Alors d'ailleurs, c'est un peu ce que Karine disait, et peut-être qu'elle le redira, mais c'est pas facile de se dire, tiens, j'ai une blockchain, j'ai des blocs, je valide des choses, j'ai des tokens. Donc il y a tout un vocabulaire très technologique, et de se dire, ouais, mais en fait ça pourrait être la révolution des services financiers. Voici les risques, voici les bénéfices qu'on peut en tirer. Je trouve qu'être capable d'expliquer ça à un COMEX dont, comme dans une banque, un COMEX, son objectif, c'est d'avoir des résultats à la fin de l'année. Donc, de se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact chez moi, c'est pas toujours facile. Et puis, moi, je vois une 3e saison en termes de compétences qui est, sur ces sujets-là, le passage à l'échelle. C'est-à-dire passer du lab, du truc sympathique, isolé dans une banque, je parle pour nous, à un truc beaucoup plus important. Donc là, on tombe dans des choses beaucoup plus classiques. Il faut que l'IT soit avec nous, il faut que les opérations soient avec nous, il faut que, bien sûr, l'ensemble des entités de contrôle soient avec nous pour bien appréhender ça et que ce passage à l'échelle se passe d'une manière très efficace. Je suis complètement alignée avec ce que tu viens de dire, Romaric. Effectivement, former. C'est à la fois la base et à la fois compliqué, parce que tu as beau avoir parfaitement décrit les 3 saisons, en fait, c'est quand même compliqué de former sur cette typologie d'actifs, parce que déjà, vous avez un biais. Il y a ceux qui disent « Non, mais je sais ». Alors, tu sais peut-être pas exactement tout, ou tu crois savoir comment ça marche, mais concrètement, vraiment, fais une opération de A à Z, et seulement après avoir fait ton opération de A à Z, tu sais. Et encore, tu sais au moment où tu parles, mais comme on est sur un monde qui évolue très très rapidement, encore une fois, moi je pense que l'humilité c'est hyper important. Je crois que je sais, et je sais comment les opérations auxquelles j'ai participé se sont déroulées. Ensuite, la 2e difficulté, c'est partager la même connaissance au même niveau hiérarchique et à l'ensemble de la hiérarchie. Et ça, c'est aussi difficile parce que parfois, les techniciens ne sont pas les meilleurs pédagogues et les pédagogues ne sont pas les meilleurs techniciens. Donc, il faut réussir à twister les discours pour que le technicien réussisse à expliquer avec un vocabulaire le plus déjargonné possible pour que le commun des mortels comprenne. Et dans le commun des mortels, je mets l'ensemble de nos membres du COMEX pour lesquels j'ai un profond respect. Mais pour autant, il faut aussi les embarquer et toutes fonctions confondues. Et je vais vous prendre un exemple. Une DRH chez nous, si elle ne comprend plus ce qu'on fait sur les opérations en crypto, potentiellement, elle ne va pas comprendre les profils qu'on va avoir besoin de recruter. Or, il faut les bons profils et donc il faut embarquer.
Mais évidemment, le niveau de formation de notre DRH va être différent du niveau de formation de la patronne des Ops. Pour autant, il va falloir quelque chose de commun. Il va falloir également quelque chose de commun dans la compréhension de notre stratégie. Nous, typiquement, on veut faire des cryptos, mais sur base non spéculative. Nous, on veut favoriser l'écosystème français. On veut que les émetteurs français qui demain se posent la question est-ce que je fais une émission classique en action ordinaire, j'allais dire la bonne vieille AO, si je décide de la faire sur un format numérique et que je décide d'émettre un jeton, on veut pouvoir dire, nous on est BPI France, quoi qu'il arrive, on est là, on peut souscrire à votre émission, quel que soit le support. Mais pour autant, quand je participe à une émission en token, c'est pas la même gestion, c'est pas les mêmes risques, et on l'a dit, et donc du coup, j'ai pas la même connaissance des opérations, et donc j'ai des people qui sont formés sur des process différents. Donc oui, former, et former, c'est aussi oser dire aux échelons les plus élevés d'un grand ou d'un petit établissement, quelle que soit sa taille. En fait, il faut qu'on s'assure que tu as compris et il faut qu'on s'assure que tu saches répondre à nos questions. En termes de politique de gestion des risques, si on ne comprend pas quels sont tous les enjeux, vous avez le fameux appétit en risque qui peut poser difficulté s'il est mal posé. Et s'il est mal posé, c'est notamment parce que la direction générale, qui à la fin des fins, c'est elle qui valide, et que mon propos soit parfaitement clair, nos directions générales respectives sont évidemment hyper sachantes sur le sujet, mais c'est pas mal quand même qu'on s'assure qu'on a bien formé tous nos décideurs et qu'ils ont parfaitement pris connaissance du monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Donc c'est compliqué, mais il faut y aller, il faut former. C'est compliqué donc, mais il faut former. Pour conclure, regardons un petit peu à 3 ans. Alors 3 ans pour les cryptos, c'est une éternité, mais voyons voir un peu comment notre COMEX étant formé, les équipes étant formées, comment est-ce que vous voyez le cadre de contrôle dans cette perspective? J'ai pas de boule de cristal et je poserai bien la question à la salle, mais on n'a plus le temps, je crois. Moi, je me pose la question, dans 3 ans, est-ce que, finalement, si le marché de la crypto est efficace, efficient, comment on va évoluer et je reste sur mon exemple de... Moi, je suis là pour pouvoir investir au capital des sociétés françaises et européennes qui décideront demain d'émettre via un actif numérique. Et je n'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, je dis... faire en sorte que l'écosystème français et européen se développe le maximum possible et de manière non spéculative pour ce qui concerne la position de BPI France. Ok, mais demain, donc, j'ai un même émetteur non coté qui a émis une part de son capital dans des actifs traditionnels et une part de son capital en token numérique. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est du 1 pour 1 ? Est-ce que finalement les deux formats d'émission deviennent concurrents ou restent complémentaires? Est-ce que la liquidité sur l'un des deux marchés est plus efficace que l'autre? Est-ce que j'ai un nombre de transactions qui a beaucoup évolué? Vous savez très bien que les opérations en equity sur des sociétés non cotées, aujourd'hui, on est sur quelque chose de plus ou moins lent par rapport à un marché coté où vous achetez et vous vendez des titres cotés en appuyant sur un bouton. Bon, moi, dans le domaine du non-coté, on passe des semaines à se mettre d'accord. Ensuite, on rédige toute la documentation juridique. Et puis, j'ai encore les fameuses ODM, mes ordres de mouvement. On est sur un process quand même assez manuel. Et les dépositaires de fonds de private equity, on est un peu le caillou dans leurs chaussures parce que rien n'est automatisé, enfin presque, et beaucoup de choses sont encore à la mano. Demain, si je suis devenue un acteur qui a investi principalement en equity, mais donc des actifs tokenisés, du coup, j'ai eu beaucoup de choses automatisées. Tu l'as dit au début de notre panel, j'ai des risques qui sont réduits en ce qui concerne notamment le règlement livraison, mais donc du coup, est-ce que j'ai tué ma classe d'actifs traditionnels, mes AO traditionnels? J'ai du mal à y croire, mais je vous l'ai dit, j'ai pas de boule de cristal. Et donc, la volumétrie des opérations,
Et si donc du coup j'ai de plus en plus d'actifs tokenisés, on l'a dit, hein, c'est super, mais le revers de la médaille, c'est que comme ça s'échange très très vite, moi je rejoins une autre de mes obligations, j'ai une casquette en termes de LCBFT, qui détient le capital de ma société non cotée in fine, lorsque ces émissions tokenisées, elles se sont passées de main très rapidement et que j'ai plus la connaissance de comment je retrouve mon bénéficiaire effectif. Et là, je me dis, en fait, on est en train de créer des outils qui vont demain nous poser d'autres difficultés sur d'autres sujets de contrôle. Et il va falloir que les outils nous aident, parce qu'en fait, sinon, on ne réussira pas. Et donc, ce n'est pas un cliffhanger, hein, ma conclusion, mais c'est, OK, dans 3 ans, peut-être que mon enjeu, ou l'un de mes enjeux principaux, c'est plus, je comprends pas ce que c'est qu'un actif tokenisé, parce que j'espère que dans 3 ans, on aura bien tous compris comment ça fonctionne et on se sera collectivement trompé pour comprendre les pièges. Mais ça sera comment est-ce que je sais où est, par qui est détenu le capital des sociétés non cotées qui ont fait émission d'actifs tokenisés, qui se sont échangés de manière quasi instantanée, et je ne sais plus qui est derrière. Juliette, quelques mots? Oui, alors quand on avait discuté un petit peu de ces mots de conclusion, on était assez d'accord là-dessus aussi. Cette convergence en fait qu'on voit entre les secteurs, à la fois le secteur traditionnel veut aller vers la crypto, donc on voit déjà aujourd'hui les banques qui veulent obtenir leur agrément MiCA, tous les projets de tokenisation, etc., qu'on doit en plus, nous, en tant que régulateurs, c'est des projets qui sont potentiellement porteurs d'efficience, d'innovation, etc., donc on se doit de les soutenir aussi. Et puis on voit aussi le mouvement inverse, les acteurs crypto qui vont un petit peu vers la finance traditionnelle avec certains acteurs qui veulent proposer des produits dérivés, de plus en plus de projets aussi dans la gestion d'actifs, etc. Donc si on le voit déjà un petit peu aujourd'hui, on peut imaginer que dans 3 ans, ce sera encore plus le cas. Et puis peut-être pour terminer, un petit point d'attention sur ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Donc c'est quelque chose que nous, on suit d'un point de vue régulateur, de voir un petit peu quel cadre réglementaire pourrait être développé aux États-Unis et faire en sorte que ce soit un cadre relativement aligné avec ce qu'on a aujourd'hui et que ce soit protecteur pour les investisseurs également. C'est un peu un test de psychologie, cette question-là, en fait. Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? Je pense que ce que tu viens de dire, Juliette, à l'instant, et toi, Karine, un petit peu plus tôt, ça donne une forme d'espoir, parce que je pense que la technologie qui permet de faire le cadre de contrôle, elle n'est pas loin d'exister, et donc je pense que dans 3 ans, elle sera à disposition. Et donc, ce type de techno, vous avez sûrement entendu par ailleurs qu'on appelle de nos voeux, tous autant que nous sommes, un marché unique, fluide, la capacité de pouvoir flécher l'épargne vers de l'investissement. Vous avez entendu ça? Et bien moi, ma petite croyance, c'est que ces technologies-là, on est juste au point d'inflexion pour peut-être permettre, ou en tout cas participer de cet objet, de ce souhait collectif autour de la fluidité des marchés. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant. Donc les cryptos, c'est l'avenir. Et en même temps, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on adapte nos technologies et qu'on adapte notre cadre de contrôle et qu'on se forme.